Bonjour à tous. Voilà, je suis très heureux de partager avec vous la philosophie de l'Institut Carnot, Polynath. Donc, comme vous allez le découvrir à travers la vidéo qui va suivre, l'Institut Carnot Polynath est un institut qui regroupe 8 laboratoires grenoblois dans 2 centres techniques. Et notre but ou objectif est de travailler sur les biomatériaux innovants du futur. Alors c'est une expertise qui est très complémentaire et qui va de la chimie à la physique des matériaux et en s'appuyant sur les centres techniques dont on est très heureux qui font partie de cet institut. Ces 4 webinaires que vous allez, j'espère, apprécier. Vous allez découvrir un peu notre force de frappe au niveau national, voire international, sur le comment faire une recherche responsable en utilisant évidemment une chimie respectueuse de l'environnement pour enfin arriver à des matériaux qui sont innovants, du futur, et qui utilisent une approche responsable. Donc ces quatre webinaires, on les a sélectionnés en fonction de l'état d'avancement de nos travaux. Donc il s'agit dans un premier temps un webinaire sur les cols et additifs. Plus tard, le deuxième sera sur la valorisation des noix de Grenoble. Et un troisième qui sera sur les encres fonctionnelles biosourcées. Et enfin, ce sera au début de l'année 2022, ce sera sur le collage sans colle cette fois-ci. Donc c'est un institut qui a quand même aujourd'hui presque 10 ans. On a travaillé sans relâche avec une synergie, je dirais, très positive, avec une complémentarité exemplaire, et notre force aussi repose sur géographiquement, on est sur un rayon d'1 kilomètre. Donc c'est quand même une force assez impressionnante et on est tous très heureux de partager avec vous nos avancées sur ces thématiques qu'on a voulu sélectionner. J'espère qu'il y en aura d'autres les années à venir. Et voilà, je vous laisse découvrir une première fois notre vidéo qui décrit l'Institut Carnot. Et puis évidemment, il y aura les présentations des différents séminaires sur les sujets dont je viens de vous parler. Voilà, merci beaucoup. Bonne écoute, et puis on attend vos commentaires. Si vous le souhaitez, n'hésitez pas à nous contacter à travers le mail qui devrait s'afficher en bas. Voilà, et si vous aimez, faites comme ça. Le Carnot Polynath accompagne les entreprises dans leur processus d'innovation vers l'éco-conception de matériaux biosourcés à haute valeur ajoutée. Polynath regroupe 8 centres de recherche implantés sur le campus universitaire de Grenoble. Leurs compétences complémentaires et leur proximité géographique permettent de développer ensemble des projets de recherche allant de la preuve de concept à l'échelle pilote. Les chercheurs de Polynath utilisent les ressources renouvelables issues de la biomasse. Ils en extraient les briques élémentaires, les fonctionnalisent et les assemblent pour concevoir des matériaux et dispositifs biosourcés multi-échelles innovants tels que des gels autoréparants pour régénérer les tissus du corps humain, des mousses biosourcées pour l'automobile ou l'isolation des bâtiments, des micro-nanoparticules pour protéger et guider un principe actif, des films nano-organisés pour l'électronique verte, les panneaux solaires, les OLED, des papiers connectés et ou barrières, eau, graisse, contaminants, gaz, des biopiles fonctionnant au sucre et à l'eau. Les matériaux obtenus trouvent des applications dans de nombreux secteurs industriels, comme ceux de la chimie, de la santé et des cosmétiques, des emballages et supports innovants, de la construction bois et ameublement et de l'énergie et des transports.
Nous proposons des projets collaboratifs adaptés aux besoins des industriels, PME, TPE, grands groupes, en mettant à disposition les compétences scientifiques et équipements de nos centres de recherche. Le label Carnot vous garantit une gestion professionnelle de la relation. Confidentialité, politique de propriété intellectuelle et de transfert lisible et équilibré, prise en compte de contraintes réglementaires et technico-économiques à chaque étape de développement. N'attendons plus, créons ensemble les matériaux éco-responsables de demain. Eh bien, bonjour à tous. Donc, tout d'abord, bonne année à tous. Je me permets aussi de faire un petit point par rapport aux dates énoncées lors de cette vidéo. Donc, il y avait un webinaire sur les encres fonctionnelles biosourcées prévu au 16 novembre 2021. Donc, suite à des problèmes d'agenda, celui-ci sera le 10 mars. Donc, je vous laisse bien noter cette date dans vos agendas. Et enfin, donc du coup, comme énoncé par Stéphane tout à l'heure, donc ce webinaire d'aujourd'hui portera donc sur le collage sans colle appliqué au papier et carton. Donc à cet effet, Marie Caron, donc chef de projet et conseillère scientifique au CTP, va vous présenter donc les technologies sans colle, qui sont le thermocellage et le soudage par ultrasons. Elle va comparer leurs avantages et leurs inconvénients. Et enfin, elle vous présentera un exemple applicatif. Donc, du coup, je laisse la parole maintenant à Marie qui va nous présenter son webinaire. Bonjour à tous, je vous ai affiché normalement les diapositives. Est-ce que vous les voyez bien? Impeccable, oui. Ok, c'est parfait. Eh ben, merci Stéphane, merci Julie pour cette introduction et merci à tous d'être aussi nombreux aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais donc vous présenter le collage sans colle appliqué au papier carton. Juste pour vous dire quelques mots, donc moi, ça fait un peu plus de 2 ans que je suis au Centre technique du papier. Donc, je suis chef de projet et conseillère scientifique dans l'équipe performance des matériaux avant et maintenant dans l'équipe aptitude et qualification. Et auparavant, j'ai travaillé plus de 15 ans dans l'industrie du carton plat, fibre vierge, dans l'entreprise qui s'appelle aujourd'hui RDM Carton Board et qui est ex-Cascade La Rochette. Voilà, je travaillais donc à la qualité produit, j'étais responsable qualité produit et innovation. Donc, juste pour vous dire un petit peu mon parcours. Donc, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Donc, le petit sommaire, donc on va tout d'abord commencer par une présentation du contexte de ce sujet, le collage sans colle. Puis, nous allons regarder les 2 principales technologies de collage sans colle que sont le thermocellage et le soudage ultrason. Pour ces 2 technologies, nous allons voir les principes, le fonctionnement, les réglages, les résultats. À chaque fois, je vous présenterai une petite illustration avec les équipements du CTP, juste pour voir l'intérêt de ces équipements. Ensuite, on passera à la partie de ces 2 technologies dans l'industrie du packaging et dans l'industrie papier-carton. Pour le soudage ultrason, je vais vous présenter donc un exemple applicatif qui est la réalisation d'un gobelet recyclable home compost et qu'on a pu souder par ultrason. Et finalement, on fera un bref aperçu sur la caractérisation des sellages et on finira par une comparaison sur ces 2 technologies. Alors, tout d'abord, pour présenter ce contexte du collage sans colle, donc on est dans cette thématique, en fait, s'inscrit dans un contexte d'économie circulaire, donc dont l'objectif est de tendre vers un monomatériau. Alors, monomatériau lignocellulosique pour ce qui nous concerne. Et donc, ça dans le but de supprimer ce que Citeo, cet éco-organisme, appelle les perturbateurs du recyclage. Voilà. Le contexte, c'est également un contexte de suppression des plastiques à usage unique. Donc, comme c'est repris dans la directive SUPD, dans son décret d'application 3R, et ainsi que c'est repris dans la loi AGEC. Et le contexte, finalement, c'est la suppression des colles. Donc, ces colles qui sont la façon la plus standard d'assembler la plupart des emballages actuellement, a néanmoins de nombreux inconvénients, comme son origine qui est la plus souvent pétrosourcée, ensuite qui peut présenter des problématiques de recyclage du fait des stickies, des problèmes de contamination d'une minérale et un impact environnemental important. Voilà, donc c'est dans ce contexte présenté ainsi que le collage sans colle s'avère être une solution d'intérêt, une alternative pertinente. L'objectif avec ces technologies d'assemblage, en revanche, ça va être de pouvoir atteindre des niveaux d'adhésion aussi performants
que ce qu'on avait actuellement avec les assemblages collés, les assemblages existants. Donc, tant en termes de qualité d'adhésion que de coût énergétique et de cadence de production. Alors, un petit aperçu sur justement ces différents types d'assemblages. Le premier, donc le collage, qui est donc le plus standard que l'on retrouve aujourd'hui, hein, celui dont je viens de vous parler. Donc, avec la colle qu'on va mettre longitudinalement, qui va être une colle vinylique, et la fermeture de l'emballage, qui va souvent se réaliser avec une colle hot melt. Voilà, donc le but est de supprimer ces différentes colles. Donc, par ces deux techniques, ces deux alternatives pertinentes que sont le thermoscellage et le soudage ultrason. Donc, c'est des technologies qui sont déjà bien utilisées dans l'industrie du plastique. Et voilà, dont, le thermoscellage est également utilisé un peu dans l'industrie du papier carton, mais ça semble très prometteur aussi par rapport au soudage ultrason. Alors, là, je vous ai présenté ici donc, les deux équipements laboratoires. Alors, qui sont laboratoires, c'est ceux du CTP, mais c'était simplement parce que j'avais leurs photos, bien sûr. Mais pour dire que de toute façon, quand on est dans ce contexte de recherche d'autres matériaux, de matériaux innovants, il faut avant tout essai sur des lignes de conditionnement, chez des clients de l'industrie, il faut toujours tester les emballages sur des appareils labo afin de ne pas perdre de temps sur machine, puisque souvent on va penser que l'emballage est suffisamment thermoscellant, suffisamment soudable à ultrasons, et finalement les conditions font que ce n'est pas suffisant et ça ne peut pas fonctionner sur les lignes de conditionnement. Donc ça génère ensuite une perte de temps non négligeable et donc une perte d'argent. Alors, il faut savoir également que pour obtenir un bon collage en colle, il faut tout d'abord avoir un matériau qui va être, il faut avoir soit un matériau qui va être approprié, on va en discuter par la suite, hein, bien sûr, ou il faut déposer un agent scellant à la surface. Alors, nous allons commencer par le thermoscellage, voilà, et on va rentrer directement donc, dans le principe du thermoscellage. Donc, comme je vous disais, c'est communément utilisé dans l'industrie plastique. Alors, sur la photo, ce que vous voyez, en fait, c'est un tube qui est en train d'être formé pour faire finalement des sachets. Alors, on va revoir la photo un peu plus tard, donc vous comprendrez mieux. Mais là, en l'occurrence, ce tube est en papier. Donc, le but était de faire des essais pour remplacer du plastique par du papier. Et donc, le principe, ça va être d'apporter, en fait, de souder avec de la chaleur les deux matériaux qu'on cherche à souder. Sur cette diapositive, donc vous voyez une illustration. Les matériaux à souder vont être de couleur jaune et pêche, que je vous montre avec ma souris. De chaque côté, vous allez voir les mâchoires en noir. Et le principe du thermoscellage, ça va être de faire chauffer donc, ces mâchoires. La chaleur va arriver de l'extérieur vers l'intérieur du matériau pour arriver à l'interface des deux matériaux. Et c'est cette élévation de température pendant un certain temps et sous une certaine pression qui va permettre d'assembler les matériaux, si cela est possible, bien sûr. Donc, les principaux paramètres de réglage dont on dispose sur les thermocelleuses, donc on va retrouver la pression, la température et le temps. On va en avoir beaucoup plus pour le soudage ultrason, c'est ce qu'on va voir après. Alors, au niveau de la pression, donc, on peut tester, bien sûr, on va tester une seule pression, différentes pressions sur la machine de laboratoire, mais au niveau industriel, on peut rencontrer différentes pressions. Donc, si on revient sur notre tube, par exemple, de formation de sachet, on peut voir la pression donc, longitudinale, qui en général va être peut-être un simple contact, puisque finalement, le tube doit être formé. Donc, c'est simplement un contact de chaleur contre les deux matériaux assemblés, alors que le scellage transversal, lui, va être beaucoup plus simple, puisque la pression qui va pouvoir être appliquée sera beaucoup plus forte dans la mesure où les deux mâchoires pourront venir vraiment en contact et presser le matériau. Alors, on voit bien, là, il s'agit d'une machine de conditionnement pour un remplissage vertical. Donc, à ce moment-là, il faut que le scellage soit performant très rapidement, puisque dès que le scellage est fait, le sachet est rempli. Alors, pour ce qui est de la température, donc il faut savoir qu'on peut régler à deux températures différentes, donc les deux mâchoires, supérieure et inférieure. Et pour ce qui concerne le temps, donc on va distinguer deux types de temps. Un temps pendant lequel les deux matériaux à sceller vont être en pression et un temps avant le pelage. Alors, comme je vous expliquais avec ces sachets, justement, dans un mode vertical, parfois, il va falloir que le scellage soit performant immédiatement.
Donc, du coup, il y a des tests qu'on appelle des tests hot-tack qui permettent de vérifier si le pelage est performant juste après le scellage. Voilà, et ça, c'est pour représenter donc, ce qui se passe sur les lignes, ce qu'on appelle donc, les lignes VFFS, donc c'est les lignes verticales, les lignes de remplissage verticales. Et puis sinon, le pelage, il y a d'autres situations aussi où il peut tout simplement s'effectuer après un temps de conservation des emballages dans une atmosphère spécialement conditionnée avec une température et une humidité définies. Les principaux résultats que l'on va obtenir avec ces essais de thermoscellage, ça va être les réglages optimaux pour un scellage performant, donc en termes de pression, temps et température. On peut également, après, caractériser plusieurs sortes de grandeur. Donc, par exemple, l'effort de pelage qui peut être donné en fonction de plusieurs paramètres comme la température. On peut ainsi optimiser et chercher la meilleure température qui soit pour un effort de pelage souhaité. Alors, l'illustration, cette fois-ci avec la thermocelleuse du CTP. Donc, il s'agit d'un matériel de laboratoire donc, qui permet de vérifier tous ces différents scellages. Et on va retrouver une large gamme de paramètres de réglage. Donc, la pression qu'on va pouvoir faire varier de 0,05 à 3,5 MPa, la température de 20 à 400 degrés, le temps de scellage de 0,1 à 99 secondes, et enfin le temps entre le scellage et le pelage qui peut être soit réalisé de façon immédiate avec cet petit appareil que vous voyez qui peut être rajouté sur la thermocelleuse et qui permet de tester le pelage hot-tack, donc le pelage immédiat. Et sinon, on peut tout simplement mettre les échantillons à conditionner quelque part et réaliser le pelage ultérieurement. Voilà, il existe différentes mâchoires qui peuvent être mises, bien sûr, sur cet appareil de laboratoire. Je ne vais pas trop rentrer dans le détail, parce que ce n'est pas forcément pour regarder cet appareil dans le détail, mais voilà, différentes dimensions qui vont avoir un revêtement anti-adhésif à la surface. Alors, au niveau des principaux du thermoscellage dans l'industrie packaging, les principaux fournisseurs de lignes de conditionnement qui ont des scellages à chaud, donc thermoscellage, on va retrouver Ilapac en Italie, Ulma Packaging en Espagne et PFM Packaging Machinery en Italie. Pour ce qui concerne les agents thermoscellants, les fournisseurs d'agents thermoscellants, alors je vous ai mis seulement 3 fournisseurs puisque c'est ceux qu'on a testés au CTP, donc on sait qui donnent de bons résultats au niveau thermoscellage. On va retrouver donc CHT, Michael Mann et Paramelt. Alors, les agents thermoscellants, il faut savoir qu'ils peuvent également apporter d'autres propriétés, par exemple des propriétés barrières. On va retrouver par exemple des propriétés barrières à l'eau, barrières à la vapeur d'eau, barrières aux graisses, barrières à l'oxygène, au gaz. Voilà, et ils peuvent également avoir des aptitudes au contact alimentaire, ce qui peut être souhaité bien sûr dans certains cas, être recyclable ou pas, biodégradable. Voilà. Ça, c'est des choses qui sont également regardées lorsque l'on crée un nouveau matériau. Alors, on va maintenant passer au soudage ultrason. Donc, on va faire de la même façon, on va regarder la même chose et à la fin, on va finir par une illustration du gobelet avec 2 petites vidéos. Alors, le soudage par ultrason, qu'est-ce que c'est? En fait, le soudage par ultrason, ça va être des vibrations mécaniques à haute fréquence qui vont venir échauffer l'interface de 2 matériaux qu'on va chercher à souder en générant très localement donc une élévation de température pendant un temps très court. Donc, ce frottement, justement, ce phénomène de friction qui va se faire à l'interface des 2 matériaux va permettre aux composants qui le peuvent de fluer pour finalement pouvoir se lier. Donc, ça va se faire après un temps de refroidissement. Alors, sur cette diapositive, donc, vous avez une illustration qui vous permet de mieux visualiser ce qui se passe. Donc, toujours en pêche et en jaune, les 2 matériaux qu'on cherche à sceller. De chaque côté, donc, on va avoir en bas, en noir, donc ça va être l'enclume, la contrepartie passive qui ne va pas bouger, qui va être fixe pendant le soudage. Et en haut, ce qu'on appelle la sonotrode, donc la partie qui, elle, va être mobile et qui va bouger. Donc, c'est cette sonotrode, par un mouvement vertical alternatif, comme je vous montre avec ma souris, des mouvements de translation, donc, qui va générer un phénomène de frottement à l'interface des 2 matériaux.
Voilà, ici donc, il y aura une élévation de température assez élevée, enfin suffisamment élevée. Tout va dépendre du réglage des paramètres, c'est toujours la même chose. Et pendant un temps très court, avec une certaine force, et on va pouvoir donc obtenir le fluage des composants qui peuvent fluer. Et après un temps de refroidissement, on va pouvoir obtenir donc un joint performant ou non en fonction de ce qu'il y aura à l'interface. Alors, il faut savoir que contrairement au thermocellage, où la chaleur arrive par l'extérieur, donc par les mâchoires à l'extérieur, ici, dans ce phénomène de soudage ultrason, la chaleur arrive vraiment à l'interface des matériaux, donc arrive par l'intérieur. Voilà, il n'y a pas de chaleur à l'extérieur. Alors là, au niveau du fonctionnement, donc je vous ai quand même mis 2 petites diapositives qui vous expliquent un petit peu le principe du soudage ultrason. Donc tout d'abord, on va retrouver le générateur qui est tout à fait à l'entrée de cette presse ultrason. Le principe du générateur, c'est de convertir l'énergie électrique qu'on va trouver dans le réseau, en fait, qui va être à 50 Hz, en courant électrique haute fréquence. Ensuite, on va trouver l'ensemble acoustique, donc, qui est représenté là, qu'on va mieux voir sur la diapositive suivante, dont le but va être vraiment de convertir ce courant haute fréquence en vibration mécanique haute fréquence à nouveau, et qui va les amplifier. Et on va retrouver l'enclume, donc la partie passive, tout en bas. Alors ici, on voit un petit peu mieux. Donc là, j'ai séparé l'ensemble acoustique qui va comprendre donc, le convertisseur, qui va convertir donc, en vibration mécanique. Ensuite, le booster, qui lui va vraiment amplifier ces vibrations mécaniques. Et la sonotrone, qui va à nouveau continuer l'amplification des vibrations mécaniques, mais qui va également servir à transmettre ces fameuses vibrations au matériau à souder. Donc le matériau à souder qui serait ici, donc dessous sous la sonotrone. Voilà, et c'est grâce à l'enclume, qui est une contrepartie passive et rigide, que l'on peut voir ici, que ces vibrations permettent au matériau de se souder. Alors, les principaux paramètres process qui sont à définir. Alors, on va voir, il y a beaucoup plus de possibilités qu'avec le thermocellage. Et là, c'est même tellement résumé qu'on n'a même pas l'impression qu'il y en a tant. Mais à chaque fois, c'est vraiment des réglages très minutieux et à définir très précisément. Quelque chose peut tout à fait se souder avec certains réglages et pas du tout se souder si on n'arrive pas à trouver les bons réglages. Déjà, la première chose, ça va être la fréquence de la presse. Alors là, ce n'est pas un réglage, c'est tout simplement, on a différentes presses ou différentes unités ultrasons sur les lignes de conditionnement. À chaque unité va correspondre une fréquence et la fréquence ne pourra pas être changée. Donc, on va retrouver classiquement 20 kHz, 30 ou 35 kHz. Ça va dépendre de la taille des soudures qu'on souhaite réaliser, ça va dépendre du matériau à souder et de l'amplitude souhaitée. Voilà, donc une fois cette fréquence définie, ensuite les réglages peuvent s'appliquer sur la presse ultrason, sur l'unité ultrason. Donc, on peut avoir l'amplitude qui peut être réglée. Donc, l'amplitude, ça va être le déplacement de la sonotrone, crête à crête. Ensuite, on a le mode de descente, la façon dont la sonotrone va descendre dans ces matériaux à souder. Donc, ça peut être soit avec une consigne en effort, soit avec une consigne en vitesse. Voilà, une vitesse de pénétration dans l'assemblage à souder. Ensuite, toujours au niveau des réglages, des paramètres, on va avoir le mode d'arrêt des ultrasons. Les ultrasons vont se mettre en route et voilà, on va les arrêter après donc, soit un certain temps, soit en fonction d'une énergie qui est suffisante transférée au matériau à souder, soit en fonction d'une pénétration, d'une distance à l'intérieur des deux matériaux à souder. Alors, à savoir qu'on va essentiellement se servir des deux modes d'arrêt, les deux derniers, l'énergie transférée et la pénétration. Le temps sera plus une résultante, en fait, en général. Alors ensuite, on a le temps de maintien. C'est encore un autre temps, puisque c'est le temps de refroidissement. Une fois que les ultrasons se sont arrêtés, ce temps est indispensable pour permettre aux joints de se former. Et ce temps de maintien, il va se faire soit avec un certain effort, soit jusqu'à atteindre une certaine distance dans le matériau. Alors finalement, maintenant, donc, passons au résultat que l'on peut obtenir avec ces soudures ultrasons. Donc, on va obtenir un temps en général, si ça n'est pas bien sûr une donnée d'entrée. Donc, on va avoir le temps de soudure, donc vraiment le temps où les ultrasons émettent.
Et on va obtenir le temps technologique qui comprend le temps de soudure, mais également le temps de refroidissement et également le temps qu'il faut sur les machines pour changer les pièces, pour passer d'une pièce à l'autre, pour le déplacement de ces pièces. On va également pouvoir avoir l'énergie qui va être transférée au matériau, sauf si bien sûr c'est une donnée d'entrée. Du moins, on aura l'énergie exacte, puisque l'énergie d'entrée, ce sera une énergie de consigne. Donc en tout cas, on saura vraiment ce qui est transféré au matériau à souder. Et puis la puissance qui sera consommée par la presse. Donc ça, ce sont vraiment des résultats qui permettent de piloter. Toutes ces données que l'on va obtenir sur les pièces soudées, ça permet en production d'avoir vraiment une analyse de process qui permet d'avoir une soudure vraiment bien répétable, de contrôler l'usure des pièces. Dès que si un résultat va par exemple évoluer dans le temps, on peut se rendre compte à ce moment-là qu'il y a quelque chose qui ne va pas être bien. Le sachet risque de ne plus être suffisamment étanche parce qu'on a perdu une des consignes ou la sonotrope peut être endommagée. Alors, un petit focus très rapide sur la presse du CTP. Donc, juste pour vous dire que c'est une presse électrique. C'est une presse de 20 kHz qu'on a choisie, tout comme celle qu'il y a au laboratoire 3SR, pour pouvoir tester tout type de support. Voilà, l'idée, c'est de pouvoir tester du papier au bois, bien sûr de faible épaisseur à un peu plus forte épaisseur. Également, bien sûr, du plastique, pour pouvoir comparer tout ça et s'adapter justement à ce contexte de suppression des plastiques. Pour ça, il faut pouvoir comparer également avec les plastiques. Et une force maximale de 180 décanewtons. Alors, les sonotrodes que nous avons au CTP, donc il y en a une un peu plus longue et qui fait 80 mm de long et une autre qui va faire 20 mm de long. Donc, on peut voir le système sur cette photo. Et les enclumes que l'on va avoir, ça va être une enclume rainurée ou une enclume à cordon, donc, pour pouvoir faire une soudure en 1 dimension. Et celle-là, pour pouvoir faire une soudure 2 dimensions. Les principaux fournisseurs qu'on va trouver d'unités ultrasons dans l'industrie papier-carton. Alors, dans l'industrie papier-carton, aujourd'hui, essentiellement quand même dans l'industrie du plastique, mais qui se tournent tous de plus en plus vers l'industrie du papier-carton. Donc, en France, on va en avoir uniquement 2. Il y aura Sonimat dans la région de Nantes. C'est un partenaire du CTP, du laboratoire 3SR et du LGP2 pour de nombreux projets qu'on a pu mener. Projet avec un S d'ailleurs. Et il y a également Mécasonic dans la région d'Annecy. En France, il y a Hermann, mais qui a son laboratoire de démonstration près d'Annemasse. Voilà, et Emerson et Branson. Voilà pour les contacts. Alors, le soudage ultrason dans l'industrie du papier-carton, pour l'instant, il y a déjà eu différents dossiers qui ont été faits dans le passé. Là, dernièrement, on vient de terminer un projet très intéressant, donc avec le 3SR, avec certaines personnes du LGP2 et le fournisseur Sonimat, qui a permis donc de montrer qu'il y avait vraiment une bonne performance de soudage ultrason des papiers cartons. Alors, s'ils sont enduits d'une couche thermoscellante, voilà, ça déjà, effectivement, ça se soude bien. Mais nous, ce qu'on a surtout regardé, c'était avec d'autres types d'additifs. Donc, par exemple, on a étudié les cartons plats qui sont enduits de sauce de couchage, qui comportent bien sûr du latex, beaucoup de latex, des pigments, mais également du latex. Donc, latex qui permet justement de créer cette adhésion. On a regardé les papiers cartons enduits d'amidon, qui donnaient aussi de résultats très prometteurs. Les papiers cartons enduits de PVA. Donc, le PVA, c'est de l'alcool polyvinylique. C'est un additif qui apporte une barrière aux graisses et une barrière à l'oxygène. Et donc, qui donne de très, très bons résultats au soudage ultrason. Et également, ces mêmes papiers cartons enduits toujours de cet alcool polyvinylique, et cette fois-ci greffé par chromatogénie, donc qui permet d'apporter cette barrière additionnelle eau et vapeur d'eau. Donc, c'est d'ailleurs ces travaux qui nous auront permis, ce qu'on va voir après, de faire nos gobelets. Les gobelets donc, que l'on voit tout de suite. Réalisation d'un gobelet en carton, donc recyclable, en compost et soudé par ultrason. Alors ça, il s'agit d'un projet que l'on a fait avec Citeo, un éco-organisme, et dans lequel 3SR et Sonimat a été fortement impliqués. Et des personnes qui actuellement sont aussi au LGP2, j'ai oublié de le préciser. Donc pour venir
pour regarder déjà un petit peu en détail les caractéristiques de ce matériau. Le matériau qu'on a utilisé pour réaliser ces gobelets, c'est un matériau innovant. Donc, on est parti d'un un carton support de 260 grammes, enduit d'alcool polyvinylique, donc de PVA ou PVOH, de part et d'autre, et greffé par chromatogénie également de chaque côté. Donc, au niveau alcool polyvinylique, le côté intérieur de la cup a été enduit de 8 grammes par mètre carré, le côté extérieur de 2 grammes par mètre carré. Il faut effectivement avoir une meilleure barrière à la graisse à l'intérieur par rapport à l'extérieur. Et donc, cette solution innovante se retrouve face à la référence marché actuelle qui, elle, comporte du PE, du polyéthylène, de part et d'autre, donc 12 à 15 grammes de chaque côté sur chacune des faces. Le but était donc de trouver une solution alternative avec une fin de vie qui soit mieux, qui soit home compost, voilà, et recyclable également. Et également qu'il y ait une très forte teneur en fil, pardon. Donc, on est à pu passer de 90% de teneur en fibre avec 27 grammes de PE à 96% avec 10 grammes de PVOH. Sachant que le PVOH, en plus, est un additif qui est hydrosoluble, donc qui n'est pas du tout gênant pour le recyclage, qui n'est pas considéré comme perturbateur du recyclage. Donc, cette solution innovante, elle était bien barrière à l'eau, elle était barrière à l'huile, un peu moins performante que le PE, mais néanmoins largement suffisante pour l'application qu'on va en faire, comme on va le voir par la suite. Alors, les étapes de la fabrication du gobelet, alors différentes étapes, je vous passe tout le détail des étapes. Nous, ce qui va nous intéresser ici, ça va être les soudures. Donc, la soudure du corps du gobelet, donc qui est ici, le joint vertical, et la soudure du fond et du corps. Donc, la soudure des deux ensemble. Voilà. Donc, qui était un peu plus délicate à réaliser. Alors, quelques images donc, qui permettent d'illustrer ces soudures. Alors, tout d'abord, la soudure du joint vertical du gobelet. Alors, vous pouvez voir ici, sur la photo de gauche, une enclume spécifique, en fait, qui est le cône de formation du support. C'est sur cette enclume spécifique, qui va jouer le rôle d'enclume, que l'on va venir donc, placer le carton. Donc, une vidéo va illustrer ça juste après. La sonotrode qui est au-dessus va pouvoir descendre et va pouvoir sceller donc, le corps du gobelet grâce à l'enclume qui va être fixe. Une autre photo, on voit bien donc, cette fois-ci la sonotrode qui, dans le cas présent, va être dentelée, mais qui peut tout à fait avoir aussi une surface plane. Et la sonotrode qui va venir donc au contact du carton pour générer les vibrations, pour envoyer les ultrasons et pour créer le scellage. Alors, vous allez voir la vidéo. Donc, le carton est mis autour de l'enclume spécifique, du cône de formation. Une pièce de maintien qu'on avait faite en PLA est rajoutée pour bien tenir cette pièce de carton. Et la sonotrode descend pour faire le scellage ultrason. Et à la fin, on obtient une soudure qui est efficace et performante. Ensuite, l'étape après le scellage du corps, du gobelet, ça va être l'assemblage du fond et du corps. Donc là, il s'agit d'un assemblage manuel. Il n'y a pas d'ultrason. Et l'ultrason intervient juste après donc, pour assembler ce fond et ce corps. Donc, à nouveau, le gobelet va être placé sur le cône de formation. On ne voit pas forcément bien ici, mais vous le verrez mieux sur la vidéo. Ici, vous avez donc une enclume spécifique et une enclume circulaire dans laquelle on va venir rentrer le gobelet, comme je vous montre avec ma souris, et la sonotrode qui est au-dessus, qui a une forme d'arc de cercle qui va venir souder par quartier, en fait, le gobelet. Et vous pouvez voir donc les deux soudures que l'on va obtenir au final avec ce jeu de lumière. Alors là, petite vidéo du soudage. Donc, je place le cône de formation comme il faut pour que le bas du gobelet soit bien inséré dans l'enclume. La sonotrode descend et vient faire le scellage ultrason. Donc, vous avez presque du mal à déceler le temps de refroidissement des ultrasons, mais il est bien présent. Donc là, il s'agit d'une méthode statique qui semble assez lente, on va dire, mais c'était juste pour valider le process, bien sûr, pour réaliser des démonstrateurs. Bien sûr, l'idéal va être
sera d'approfondir la voie dynamique, donc avec un scellage avec une petite roue qui permet de réaliser ce scellage en dynamique. Donc, c'est des essais qu'on a déjà commencé à réaliser et qui sont très prometteurs. Donc, voilà, donc ça nous permet d'obtenir un gobelet scellé par ultrasons. Comme on va le voir sur cette diapositive-là, donc on finit par former le bourrelet et les tests d'étanchéité qui nous montrent qu'on a bien été étanche au coca et au cappuccino. On a également été étanche, bien sûr, à l'eau froide, à l'eau chaude, à de nombreuses boissons qu'on a testées et qu'on a testées pendant 24 heures. Donc, finalement, sur cet exemple applicatif, ce que j'ai voulu vous montrer, c'est qu'on a pu obtenir un gobelet qui était fonctionnel, puisqu'on a conservé ses propriétés barrières avec ce scellage ultrason. Un gobelet qui est recyclable, qui est home compost avec un taux de fibre supérieur à 95%. Le polymère qui a été utilisé est un polymère non perturbateur du recyclage et hydrosoluble, c'est l'alcool polyvinylique. C'est donc une solution qui est industrialisable et qui peut être appliquée à de nombreux autres types d'emballages. Alors, un bref aperçu sur la caractérisation des sellages, juste pour vous dire que les pelages peuvent être réalisés manuellement juste après avoir réalisé le scellage, juste pour voir si on obtient une adhésion qui va être cohésive ou adhésive. Donc, cohésive, c'est quand il y a un arrachement de la matière. Ou sinon, on peut aussi réaliser ces pelages sur un dynamomètre approprié, voilà, après un certain temps, dans des conditions définies par le client dans le projet. Donc, voilà, et dans une certaine humidité. Pardon, je voulais faire disparaître la barre de haut. Et sinon, les tests de pelage peuvent également être réalisés en ligne sur le système HotTac, comme je vous expliquais tout à l'heure, pour simuler ce remplissage immédiat des emballages dans le cas de remplissage sur des lignes de conditionnement verticales. Finalement, pour finir, la comparaison thermoscellage et scellage ultrason. Alors, je voulais retirer la barre d'eau, mais ce n'est pas grave. Excusez-moi. Alors, l'inconvénient de ces deux procédés, néanmoins, il faut le dire, c'est qu'il faut quand même ajouter une couche scellante si jamais le matériau n'est pas approprié. Si jamais il n'y a pas les composants à l'intérieur du matériau qui permettent de réaliser ces soudures. Donc, bien sûr, ce qu'on recherche tout d'abord, c'est tirer profit des composants du matériau. Et ensuite, éventuellement, quand on va créer un nouvel emballage, un nouveau matériau, y appliquer une couche scellante. Et cette couche scellante, ensuite, idéalement, qu'elle soit le moins perturbatrice du recyclage possible et qu'elle soit en compost. Qu'elle fasse qu'à la fin, on obtienne un taux de fibre le plus élevé possible. Voilà, donc une couche scellante qui va être avec un grammage le plus faible possible. Ensuite, ces deux procédés s'avèrent un peu plus difficiles quand même pour assembler des assemblages en 3D, des formes et des objets en 3D. Donc, pour ça, il y a des projets qui vont être en cours, surtout pour l'ultrason, pour pouvoir réaliser voilà, l'assemblage de boîtes clientes. Alors, pour ce qui est des avantages, alors vous allez voir qu'en fait, l'ultrason a de nombreux avantages par rapport au thermoscellage. Donc déjà un avantage notable en termes de cadence, puisque la mise en route va être immédiate sur les lignes industrielles, immédiate dans la mesure où il n'y a pas besoin de monter en température des mâchoires, comme ça va être le cas avec le thermoscellage. Les interventions en ligne vont être aussi très rapides et immédiates, puisque les outils vont être froids. Donc tout ça, ça nous donne quoi? Ça nous donne qu'on va avoir moins de déchets à la mise en route. On a également plus de facilité pour le nettoyage puisqu'il y a moins d'encrassement des barres dans la mesure où ces barres ne sont pas chaudes. Et je dirais même en plus ces barres, dans la mesure où elles vibrent, elles vont permettre justement aux impuretés qui se seront coincées de s'évacuer. Et de plus, la découpe et le scellage des sachets pourra se faire en une seule étape. Voilà, les équipements sont également résistants à des cadences très élevées. Bon, ça, voilà, les équipements sont choisis. Les équipements, alors quand j'entends équipement, je veux dire Sonotrode et enclume, vont être choisis de façon à bien résister à ces cadences élevées. Il faut savoir que la Sonotrode va devoir, quand on est par exemple à une fréquence de 20 kHz, ça veut dire que la Sonotrode s'allonge et se rétracte 20 000 fois par seconde. Donc, il faut vraiment avoir des outillages très, très performants. On va souvent retrouver dans la composition des sonotrodes le titane, l'inox, donc des matériaux aussi qui doivent être très purs, sans impureté à l'intérieur,
pour s'assurer qu'elles ne vont pas fêler ou se casser pendant les scellages. Donc, un autre avantage de l'ultrason par rapport au thermoscellage, ça va être l'étanchéité de la soudure qui va être vraiment très performante. Vous pouvez voir sur les 2 photos illustrées ci-dessous exactement ce que ça donne. Alors, le thermoscellage, lui, finalement, quand on va vouloir fermer un sachet de salade, à l'extrême, il va brûler la feuille de salade. Alors que ce qui va se passer avec le scellage ultrason, c'est que justement ces vibrations, elles vont permettre de couper finalement la salade, de l'écarter de chaque côté et de venir réaliser le scellage. Donc, ce qui va faire que forcément, du coup, ce scellage, il va être étanche, alors que le scellage, dans le cas du thermoscellage, sera moins étanche. Donc, qui dit étanche, dit ça va nous permettre d'avoir une atmosphère modifiée, ce qui va être important, par exemple, pour les salades, mais pour d'autres aliments ou d'autres choses. Et cette étanchéité, ce principe justement de soudage ultrason, ça va permettre aussi de pouvoir emballer et fermer avec étanchéité tout ce qui va être un peu liquide et tout ce qui va être en poudre. Voilà, donc ça, c'est aussi un gros avantage. Ça permet également une économie de matière, puisqu'on a besoin de moins de surface en fait pour sceller. Donc ça permet soit de faire l'économie de matière, soit de remplir davantage son sachet. Parmi les avantages, toujours du soudage ultrason, on va retrouver un impact thermique qui va être minimal sur les produits, ce qui peut être intéressant lorsqu'on souhaite, par exemple, emballer du chocolat. Un coût énergétique qui va être inférieur, donc jusqu'à 75% d'après ce que disent les fournisseurs. Et on va avoir un contrôle du process en ligne qui va être plus fiable et une analyse du défaut qui va être plus simple à comprendre. Donc ça, c'est de par tous les paramètres de réglage que je vous avais montré et les résultats que l'on peut obtenir lorsqu'on scelle par ultrason par rapport au scellage, au thermoscellage. Alors, des inconvénients, parce qu'il y en a quand même, et pas négligeables. Donc, l'inconvénient du soudage ultrason, l'inconvénient majeur, ça va être le coût en fait, des unités de soudage ultrason qui va être plus élevé. Alors, je vous ai donné des idées approximatives. C'est toujours un petit peu difficile puisqu'en fait, une unité est mise sur une ligne de conditionnement, donc c'est un tout à prendre en compte. Mais si je considère uniquement l'unité, l'unité de thermoscellage sera pour les lignes verticales de l'ordre de 2 000 €, alors que l'unité ultrason sera de l'ordre de 40 000 €, donc, qui est vraiment beaucoup plus cher. Et c'est beaucoup plus accentué sur les lignes verticales. Pour les lignes horizontales, ça va être de l'ordre de 2 000 € pour les unités de thermoscellage et on va monter à 10 000 € pour l'ultrason. Voilà, et pour finir, parmi les inconvénients du soudage ultrason, on va avoir une maintenance qui va être un petit peu plus délicate pour tout ce qui est soudage ultrason, au niveau du changement des barres de soudure, le parallélisme, sonotrode et en tout, ça va être un petit peu moins simple. Mais il n'empêche que ça se gère quand même. Voilà, il faut juste être un petit peu minutieux. Il y a le bruit. Voilà, alors là, on va surtout avoir un problème de bruit pour les presses à 20 kHz, parce qu'on est justement à la limite de l'audible. On passe en non audible, mais pour avoir travaillé sur les presses à 20 kHz, on entend. Donc, il vaut mieux mettre un casque. Donc ça peut être des choses qui peuvent être un peu gênantes. C'est pour ça que dans l'industrie, on va surtout retrouver des presses à 30 et 35 en fait, kHz. Voilà. Et donc comme ça, et là, à ces niveaux-là, on n'entend pas du tout de bruit. Et puis finalement, pour conclure, le thermoscellage, c'est quelque chose qui fait un peu moins peur parce que c'est connu, donc ça paraît plus maîtrisé et plus simple.